Hello. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être là, d'avoir répondu à mon invitation malgré vos emplois du temps de ministre. C'est le cas de le dire. Il est vrai. Ça, c'est vraiment adorable. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'il est besoin de vous présenter, ou peut-être aux néophytes qui passeraient par là? On va peut-être commencer. On va marcher par petits groupes. On va commencer par Sego. Si tu peux dire quelques mots sur toi, Sego. Je vais juste dire que tu es une femme orchestre, que tu as le podcast Ohio Podcast, que tu es très dynamique, que tu n'as pas ta langue dans ta poche et que justement ce podcast est bien utile pour parler de tes marottes. Alors Sego, en quelques mots. Eh bien écoute, je pense que tu as tout dit. Donc moi c'est Sego.io sur les réseaux, parce que c'est un magnifique jeu de mots hyper compliqué que j'ai trouvé moi-même. Effectivement, avec mon podcast qui du coup s'appelle Ohio Podcast, que j'ai lancé maintenant il y a un peu plus d'un an et demi, en octobre 2021, et qui commence à vraiment bien fonctionner, et dans lequel je fais plusieurs types d'épisodes, des FAQ, puisque j'ai pas mal de gens qui me posent régulièrement des questions, des reviews manga le mercredi, où je parle de mes lectures de la semaine, et un vendredi sur deux, je fais une petite analyse, soit d'une œuvre en général, soit d'un personnage, soit d'un thème autour du manga. Donc voilà, c'est des épisodes courts, en général ça dure moins de 30 minutes, et voilà, et je suis très contente, c'est une grande passion qui me permet de rencontrer plein de gens, et qui me permet d'être ici aujourd'hui. Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et en plus, je suis avec deux guests assez exceptionnels. High level. Donc voilà, merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Bon, c'est génial. On va passer à Federica. Donc, j'ai l'immense plaisir de recevoir Federica Di Meo, donc la dessinatrice d'Onera, mais pas que, puisque tu es sur plusieurs fronts. Tu es sur Somnia, les faiseurs de rêves, qui sont encore en cours, si je ne me trompe pas. Tu as eu une collaboration avec Monsieur Tan sur les lapins crétins, Luminis Quest. Et donc, peux-tu parler de toi en quelques mots, si c'est seulement possible? Oui, alors, je ne sais pas si c'est possible, non. Je blague, je fais une blague. Je suis une dessinatrice et au début autrice de manga aussi. Pour de plusieurs années, j'ai commencé à bosser avec Panini Comics en Italie. C'était les 2013. Waouh! À publier. Donc, à bosser 2011, à publier 2013. Et après ça, on a fait une série qui s'appelle Sonia, pour l'instant, c'est terminé, mais c'est la publication en France qui c'est toujours en cours. Ah, d'accord. Donc, on est un petit peu en décalé par rapport à l'Italie. Oui. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Parce qu'en Italie, ils sont sortis 8 tomes. Ouais. 8 tomes, un roman et un tome à couleur. Parce qu'en France, il n'y en a que 2, si je ne m'abuse, non? En quelle année ils sont sortis, Elles sont sorties de 2013, 2010. Effectivement, un sacré décalage. Oui. Mais on nous brime. Pourquoi? Tu dois demander à Panini. Ouais, je vais faire une réclamation à Panini. On fait une réclamation si tu veux, pas de problème. Voilà, vas-y, c'est pas de problème. Non mais, bon. Ben, tout à fait, j'ai commencé à bosser avec la France. Et c'est Onera c'est vraiment une œuvre qui me donne la possibilité de faire toutes les choses que je voulais faire. Et au niveau graphique, c'est toujours une challenge pour gagner des choses différentes. Chaque page, je trouve un moyen de faire des choses que je n'ai pas fait avant. Donc, c'est vraiment un rêve. Et toujours de travailler avec Cab là-bas. Ah ouais, mais le super Cab. On va y passer tout de suite. Mais c'est vrai que ça se voit depuis les débuts d'Onera. Tu es toujours à nous surprendre, en fait. À chaque tome, il y a toujours quelque chose qui fait que, voilà, il y a quelque chose vraiment de spécial. Mais oui. Moi, le premier qui suis surpris, je te l'avoue. Écoute, comme quoi, si le scénariste est surpris, alors là, c'est que c'est du super travail. C'est du super travail. Et enfin, l'homme avec un grand H, parce qu'il n'a pas hésité à se jeter dans cette mêlée féminine. Donc, Cab, scénariste d'Onera. Mon cher ami, tu avais à ton actif aussi d'Encre et de Feu. Qui a été aussi publié chez nous. Mais tu as quand même plusieurs facettes dans ton personnage. Est-ce que tu peux nous les partager en quelques mots? Oui, donc moi je suis Cap, je suis scénariste de manga entre autres.
Je travaille sur Onera donc avec Federica depuis 2018, je crois. On a commencé en 2018 pour une sortie qui était l'année dernière. Ça fait bientôt 1 an. Ça fera 1 an dans une semaine à peu près, je crois. On va fêter ça. Tu vas faire un post spécial alors, hein? Il y a peut-être quelque chose. Attends, le podcast sort quand? Là, on va pas tarder, je pense. J'espère dans la journée. Et la semaine prochaine, je le dis en avant-première, il y aura peut-être un truc spécial qu'on est en train d'organiser avec Anna pour un an de la scène. Ouais, cool. Voilà, un secret révélé. Donc, je pour la live. J'aime être en avant-première. J'apprécie beaucoup, c'est super cool. Bon, et donc, on avait dit que le petit, principe de cette petite vidéo hors série, donc en principe, ça commençait par un invité, un manga, et puis là, je monte. Je sais pas, j'aurais plus de place dans mon écran à force parce que je suis passée de 1 à 3. Oui, t'es revenu, Cab. Et donc, c'est donc un invité, un manga. Là, c'est 3 invités, 3 mangas. On va commencer par Sego. J'ai une petite idée de quel titre tu vas nous parler, mais les autres ne le savent pas. Et alors, je t'invite à nous partager ton titre aimé de tous les temps. Eh ben écoute, je pense que je vais te surprendre parce que contre toute attente, je n'ai pas choisi Naruto. Parce que, alors il faut savoir que Naruto, pour Fédé et pour Gab, c'est mon manga ever de toute la vie. Mais je pense qu'il est déjà assez connu, que tout le monde en a déjà entendu parler, que tout le monde sait ce que c'est. Donc je me suis dit que j'allais faire un peu plus original. Et j'ai choisi de parler du bateau de Thésée. Qui fait partie de mes coups de cœur absolus de 2021. Qui est donc en 10 tomes chez Delcourt Tonkam, qui est écrit par Toshiya Higashimoto. Et c'est un thriller en 10 tomes qui est extraordinaire. Déjà par le dessin qui est assez simple, mais vraiment magnifique. Et c'est l'histoire donc de Shin, qui en fait... J'ai le droit de raconter un peu le synopsis, hein? Oui, absolument. Oui, d'accord. Ok, donc c'est Shin qui vit avec sa femme. Ils viennent d'avoir un enfant. Malheureusement, assez rapidement dans le manga, il va perdre sa femme. Et ce personnage, ce qu'il faut savoir, c'est que son père est en prison depuis une vingtaine d'années, puisqu'il est accusé d'avoir assassiné toute une classe avec la maîtresse, donc une classe dans un lycée, une école primaire, pardon. Et depuis qu'il est en prison, il ne fait que clamer son innocence. Donc Shin, qui lui-même va perdre sa femme, va se retrouver seul avec son enfant, va se dire « J'ai envie de retourner voir ce qui s'est passé, j'ai envie de retourner à l'endroit où j'habitais quand j'étais plus jeune, pour essayer de comprendre un petit peu, j'ai envie de renouer avec mon père et d'essayer de comprendre. » Et donc en fait, il va retourner dans le village de son enfance, et là, il va y avoir un twist, puisqu'il va y avoir un saut dans le temps, et il va se retrouver projeté à l'époque où se sont passés les événements, donc où son père n'est pas encore en prison. Et il va devoir justement élucider cette affaire et savoir si oui ou non son père est réellement le coupable des crimes pour lesquels il est en prison. Donc c'est très court puisque c'est 10 tomes. Je trouve que c'est très bien dosé. Moi, j'aime bien ce nombre de tomes. Moi aussi, je trouve que c'est parfait. Mais ça fonctionne pas. Enfin, je veux dire, pour tous les titres, ça fonctionne pas forcément pour tous les titres, mais tout à fait. C'est quand même cool. Pour les thrillers, je trouve que c'est très bien. Ah ouais. Parce que c'est pas trop, dans le sens où ça part trop loin. Bah, typiquement, moi, j'ai lu, alors je sais pas si vous l'avez lu, Fédé et Gab également, Killer Inside. J'ai lu les 4 premiers tomes. J'en ai entendu parler. Et j'ai plus pu continuer parce que ça part moi non plus. Moi non plus, c'est trop long, ça aurait dû s'arrêter avant. Je fais une incel très vite. Thriller court, Adabana, Kana l'année dernière. Très, très difficile, hein. C'est pas à mettre... du mal à la lecture. C'était, comment dire, très réaliste. Trop. Les dessins sont incroyables. C'est ça qui est assez cool, quoi. Voilà, aussi, c'est sûr. C'est une petite incise. C'est vrai. Aussi qui est aussi Death Note, par exemple. Clairement. C'est pareil, en nombre de tomes, on est nickel sur on est très... C'est pareil, c'est mon deuxième manga, mais... Il s'est arrêté à la moitié, et bon. Aussi. Death Note aurait dû s'arrêter avant. Le premier arc était peut-être plus intéressant, effectivement. Oui, clairement. Mais bon.
Donc, le bateau de Thésée pour Donc, Sego. je le recommande jamais assez, j'en parle tout le temps, mais je trouve qu'on n'en parle jamais et qu'il est trop sous-coté, comme diraient les jeunes. et vraiment, ça vaut le coup. Lisez-le. Rappelle-moi l'éditeur de mémoire, je sais plus. Delcourt Tonkam. Ah, Delcourt Tonkam, d'accord. J'en profite pour faire un petit aparté et de la pub pour mon copain Loïc qui a le podcast de Case en Case, qui avait réussi à interviewer. Oui, tu connais avec qui je fais une émission. Tout à fait. Oui. Tu connais, c'est trop bien. Ouais. Et bien, lui, il a réussi à interviewer le directeur éditorial, Édito, si je dis pas de bêtises, de Delcourt. Ouais. Et c'était vachement intéressant. Il a fait un épisode là-dessus. Et c'est par lui, en fait, que j'ai découvert ce manga. Et je ne regrette pas du tout. Parce que vraiment, c'est très bien. Et cet auteur a sorti cette année Les Enfants d'Hippocrate, sur tout autre registre. Encore autre chose. Il paraît que c'est tout aussi bien. C'est extraordinaire. Moi, je pleure à tous les tomes. Alors, pas parce que c'est triste. Bon, déjà, je pleure très facilement, j'avoue. mais c'est très beau, ça parle de la pédiatrie, mais sans tomber dans le côté pathos, gnangnan, un peu cucu, où ça reste vraiment des belles histoires et qui se finissent généralement plutôt bien. Bon, ça, c'est cool. Non, c'est vraiment chouette. Voilà, donc je recommande... Plutôt bien, c'est... c'est mieux. C'est mieux, ouais. C'est très beau. Et il y a une histoire de fond, évidemment, avec le perso principal, un fil rouge. Trop bien. En tout cas, cet auteur, moi, c'est un gros coup de cœur parce que j'aime beaucoup ses dessins. Et les 2 mangas, pour l'instant, que j'ai lus, qui sont, je crois, ses 2 seuls mangas, sont vraiment, vraiment exceptionnels. Voilà. Bon, génial. Écoute, très, très bonne recommandation. On va passer à Federica. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que ça va être du Rumiko Takahashi? Est-ce que c'est vraiment la question? Non, j'ai pensé comme Sego, j'ai pensé que vraiment c'est toujours très connu, donc même s'il est mon coup de cœur de toute la vie, et une des raisons pourquoi je suis ici maintenant, le temps que j'ai choisi, c'est lui. La souris des sorciers, bien sûr. Oh que j'aime. Mais bien sûr. Ouais, c'est bon. C'est quand j'ai lu, et j'ai vraiment tout de suite accroché. Et les personnages sont très 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 forts, très particuliers et originaux. Et l'histoire même aussi c'est particulier parce que nous sommes dans un monde entre Miyazaki, peut-être un petit peu, et un petit peu Harry Potter, si vous voulez. Et la protagoniste, c'est Coco, qui c'est une jeune fille qui voudrait devenir une sorcière, mais elle sait que dans ce monde-là, tu peux seulement naître comme une sorcière. Donc, elle pensait que son rêve, ça va jamais à devenir réalité, mais elle va découvrir qu'elle n'est pas comme ça, parce que dans ce monde-là, la magie, ça peut apprendre et elle se dessine. Ouais. Et donc, c'est aussi une manière de parler de la magie qui n'est pas été vue avant. C'est original, hein. C'est très original. Clairement. Et les dessins sont des ouf. C'est la folie, j'adore. C'est vrai que tellement. Je m'en lasse pas. Alors, rien à voir, mais j'ai beaucoup aimé sa petite trilogie qui s'appelle Divine, juste avant. Oui, je l'ai. Complètement what the fuck. Oui, hilarante. What the fuck. Elle s'est complètement lâchée dessus. Ça n'a rien à voir avec l'Atelier des sorciers. C'est totalement différent. C'est très, très drôle. C'est une œuvre qu'elle a fait avant. Et chez nous, elle s'est appelée Annie Davy, qui sont les... C'est beau, hein. Les noms des Enial, oui. Enial et Davy, voilà. Et elle a Kamome Shirahama travaillé aussi sur des comics américains. Il a fait aussi des couvertures. Elle a étudié vraiment les dessins et l'artie européenne. Et j'ai mis un petit peu de sa manière de faire les petites taches avec l'encre dans Onera aussi. Et donc, c'est vraiment une grande inspiration. Et j'ai vraiment dit de les lire parce que l'année prochaine va sortir l'anime aussi. Et donc, avant que tout le monde va les connaître, vous pouvez dire, voilà, je connaissais déjà. Ah ouais, mais on s'en rappellera. J'adore, mais tellement, tu me fais super plaisir. Pour l'anecdote, Federica, la semaine prochaine sort le tome 11 chez nous, dans une version collector avec lequel est offert un artbook offert. Et je trouve ça fou.
d'avoir une édition pareille, vraiment. Mais moi, je suis abonnée au collector pour des titres comme l'Atelier des Sorciers. J'y vais direct. Je vous donne mon argent. Je vous donne mon argent. Mais même c'est gratuit. J'en ai 3. Moi, j'en ai 3 comme ça. C'est l'Atelier des Sorciers, Free Ren et le Carnet de l'apothicaire. Je trouve que c'est vraiment pépites. Génial. Et vraiment, collector de qualité, on se fiche pas de nous. Ouais. Le collector du tome 10 des Carnets de l'apothicaire, t'as un espèce de canevas, une espèce de toile tendue là, où t'avais le tome incrusté dedans. J'ai trouvé ça génial ici. Non, mais super marketing, mais bon marketing dans le bon sens, on va dire. Ouais. Vous avez eu la boîte à thé? Oui. J'ai eu la boîte à thé. Ça a été de longue haleine, mais finalement, joli, hein. C'est vrai. En Italie aussi, ils ont commencé à faire des petits collecteurs. Ouais. Mais c'est toujours seulement généralement pour les tomates. C'est une bonne idée, je trouve. Oui, ça démarre bien, mais seulement, c'est dommage. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des autres choses qu'ils vont faire. Nous avons beaucoup d'éditions différentes des Berserk, par exemple. Donc c'est toujours plus comme ça. D'accord, ok. Et Cab, alors, toi de ton côté? C'est là où on va voir que Federica et moi sommes immensément connectés. Parce que je vais vous proposer autre chose. J'ai d'abord pensé à l'Atelier des Sorciers. En fait, je vais vous proposer autre chose qui est très lié et que je pense vous ne connaissez pas. Qui s'appelle l'Éden des Sorcières. Oui. J'ai lu le premier tome. C'est une petite pépite de chez Kiun avec un trait qui ressemble étrangement du coup à celui de l'Atelier des Sorciers. On voit très clairement l'inspiration. Ça fait très Ghibli sur les bords aussi. J'essaie de. C'est vrai, ouais. Du coup, il est sorti après, j'imagine, l'Atelier des Sorciers. Il est sorti, je n'ai plus les dates. Je crois que c'est peut-être 2021, 2021, un truc comme ça. Je vais chercher pendant ce temps-là. Je vais regarder l'année de l'Atelier des Sorciers. Je pense que c'est bien plus vieux. Moi, je dirais 2017. Non, ce tome-là, c'est 2021 et c'est l'année. Ça doit être pareil. Non, alors c'est bien avant. Attends, 2021, c'est ça. 2021, l'Éden des Sorcières. Ok. Ouais. C'est très très cool. Il y a un super message derrière. En fait, on est dans un monde où fut un temps où les plantes et les animaux vivaient en harmonie sur une terre florissante. Et un jour, l'homme est arrivé incapable de coexister avec le vivant dans son entièreté. L'homme a dévasté les terres et en fait, plantes et animaux ont fui. Laissant une planète aride et dévastée où on meurt de faim et où il est très compliqué de survivre. Et en fait, il y a des castes qu'on appelle les sorcières. Et en fait, les sorcières sont, elles, restées connectées à ce monde d'antan, aux animaux, aux plantes, etc. Et vivent dans des espèces de mini-sanctuaires cachés des hommes. Et on va suivre l'histoire de Pili, qui est une petite sorcière qui a grandi avec Toura, qui est sa mentor. Elle est pas très douée, mais elle fait de son mieux. Et en fait, Toura va lui donner une graine censée pouvoir la guider jusqu'à l'Éden des sorcières, donc le plus grand des sanctuaires, celui où l'élite des sorcières vivent, etc. Et en fait, abusé par quelqu'un, par un homme, Billy va ramener, sans le vouloir, le chaos dans son sanctuaire. Il va se passer plein de choses et elle va être contraint de fuir, aidé par un espèce de loup végétal qui va l'épauler durant sa quête. Voilà. C'est magnifique, c'est super bien dessiné, c'est très poétique, c'est très écolo et c'est une valeur que j'essaie de partager le plus en ce moment parce que c'est nécessaire. Je fais une petite aparté. Je suis très en ce moment je suis dans la série animée de Trigun Stampede avec Vache et on est totalement là-dessus. Alors sur la nouvelle, le reboot, mais moi il me convient très bien. Il est excellent. Il est très étonnant et original et bien refait. Et on est toujours sur cette même thématique éternellement. Hein. Réfléchissez les gars, réveillez-vous. Ouais, mais c'est très très bien et voilà, je recommande Eden Sorcière très très fort. Voilà. Excellent. Pareil, un excellent choix. Très bien. Alors, mais les tiens, c'est Bah oui, le tien. Oui, bah oui, attends. Ah non, moi je suis pas l'invité. Donc Quoi ? Je me sens floué.
Tu te sens floué? Mais non, mais on était en totale connexion, Cab. Tu m'as pas cité l'atelier des sorciers, bon d'accord, mais aussi les carnets de la boutiquière. Ouais. Freeren, j'aime bien, mais peut-être pas Ever. Kowloon aussi, j'adore. J'adore, chez Kana. Kowloon, incroyable. Ah, moi, j'ai lâché en cours de route, Kowloon. Ouais, je trouve que ça tourne trop en rond. Ça te donne des nœuds au cerveau, hein. C'est un peu comme Inception, je trouve. Hein. Oui, c'est ça. En fait, il y a pas de... Je trouve que arrivé au tome 4-5 déjà, on en est au tome 7 ou 8 là, c'est ça 8, je crois. Et j'ai entendu dire qu'apparemment, on avait toujours pas beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe. Non, en fait, c'est très distillé. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que je suis peut-être un peu trop impatiente pour... Mais c'est vrai que cette autrice, c'est la deuxième série que j'arrête d'elle. Après la pluie. Ouais, après la pluie. Je m'en doutais. Elle est dure à suivre, mais elle est pépite et la fin en fait vaut le coup. C'est vraiment quand t'arrives à la fin de ces œuvres où tu fais ok, ça valait, je comprends. Mais c'est vrai que c'est dommage de devoir en arriver là, j'entends. Mais peut-être que tu y retourneras une fois que la série sera finie, tu pourras la lire d'une seule traite et tu auras une vue panoramique en fait. Voilà. C'est pas grave. Après Kowloon peut-être, après la pluie, moi j'avais du mal, j'en avais déjà parlé dans le podcast, le côté relation entre les filles très jeunes et les mecs beaucoup plus vieux. Ouais, moi aussi. Même si je passe rien foncièrement entre eux et que et puis alors. Pour moi, il y a deux arguments entre guillemets contre ça. Déjà, c'est écrit par une femme, ce que je trouve peut-être qu'on aborde un prisme qui est plus intéressant et moins malsain que ce qui peut se faire dans le manga avec ce genre de relation qui malheureusement foisonne. Et en plus de ça, il se passe et se passera vraiment à rien, mais rien du tout. Donc ça garde un truc très sain. Ça va jouer sur la corde, bien sûr, mais ça va rester très sain jusqu'à la fin. Voilà. C'est-à-dire qu'elle rend ses héroïnes incroyablement sexy, quel que soit leur âge, mais à l'Arsa, elle dépasse pas les bornes, hein. C'est certain, en tout cas, dans Après la pluie, vraiment pas. Hein. Ils restent sur leur compte à soi, chacun, malgré quoi que ce soit, il n'y a rien qui se passe. Voire même, ils se sentent un peu coupables, hein, parce que si ma mémoire est bonne, lui, il est pas hyper serein à l'idée d'avoir potentiellement des sentiments pour elle et tout. Hein. Bon. Alors à voir, peut-être que je retenterai si vous me dites qu'il n'y a rien. Parce qu'apparemment, il y en a d'autres dans le même genre. Essaye l'animé. Oui. Ah, je savais pas qu'il y avait un animé. Ok. Il y a un animé. Il est passé un peu inaperçu, mais il y a un animé de Après la pluie. Et très bien. Merci. Je me le note. Donc voilà, on va enchaîner sur un petit peu, peut-être, Sego, ton actualité là du moment, à chaud. Alors mon actualité du moment, j'en ai pas trop. Tu fais un podcast, pas grave. Tu fais pas un podcast en ce moment. J'ai un podcast qui sort demain, un épisode très bien. sur les mangas que je ne garde pas et que je vais vendre et j'explique pourquoi. Donc il y en a une petite dizaine, donc soit parce que juste j'ai pas envie d'avoir ces séries-là dans ma mangatech, soit parce que j'ai pas aimé, etc. Donc ça c'est l'épisode de demain qui sort demain. Et sinon après le podcast c'est toutes les semaines, donc c'est de l'actualité sans en être réellement. J'ai rien de... Je suis en train de réfléchir peut-être à changer un peu le format parce que c'est vrai que 3 épisodes par semaine parfois c'est un peu beaucoup. Surtout que là si, bien sûr que j'ai de l'actualité. Je suis en train de travailler sur un projet de création d'une application de rencontre pour les passionnés de pop culture qui souvent ont du mal à trouver leur place dans les applis traditionnelles. Puisque on sait bien que le manga, les jeux vidéo, les comics, souvent c'est t'es pas un peu vieux pour tout ça, et souvent c'est jugé comme étant des passions un peu envahissantes. Donc je me suis dit que ce serait sympa de créer un espace où tout le monde se sent un peu bien, tout le monde partage des choses. Alors ça existe déjà évidemment. Typiquement il y a Geek Me More aujourd'hui qui fait ça, sauf que je trouve que c'est pas très beau ce qu'ils font sans vouloir être désobligeante et que c'est pas très ergonomique. Donc moi l'idée c'est de prendre tout ce qui fonctionne bien sur les applis classiques et de pouvoir proposer ça à tous les geeks otaku et nerds qui s'assument et qui ont envie de rencontrer et des gens amoureusement, mais aussi amicalement. Parce que c'est vrai que depuis que je suis dans la commu manga, j'entends régulièrement des gens qui disent moi dans mon entourage personne lit des mangas. J'ai personne avec qui en parler et c'est pour ça moi-même que j'ai lancé le podcast à la base.
c'est parce que moi, autour de moi, personne en lit, quoi. Donc je me suis, au fur et à mesure, créé un réseau de gens qui en lisent et je me suis fait plein de super copains, dont notre merveilleuse hôtesse du jour. C'est gentil. Mais ouais, c'est totalement vrai. Moi, c'est exactement pareil pour moi. J'ai fait des rencontres, mais génialissimes, que j'aurais même pas imaginé, à commencer par aujourd'hui, que je confirme ces rencontres. Mais c'est formidable. C'est juste génial. C'est hyper épanouissant. Voilà. Donc, l'idée, c'est... T'as déjà un nom ? Ouais, je vais l'appeler Ramen. Alors Ramen parce que c'est un clin d'œil à Naruto, forcément qui adore les ramen. Ça a le côté japonais puisque c'est très culinaire japonais, donc ça fait un petit clin d'œil quand même au côté un peu geek nerd. Et surtout parce qu'on peut faire plein de jeux de mots tout pourris, type ramène-toi, ramène-moi, ramène ta fraise, ramène ton date, ramène ce que tu veux. Donc voilà, c'est pas mal. Et ça m'étonne pas de toi. C'est court, donc on s'en souvient. Merci. Donc voilà, là j'ai fait des questionnaires pour avoir un peu les retours des gens. Parce que ce qu'on nous dit, notamment en design, c'est que vous n'êtes pas votre propre utilisateur. Donc ce que moi je vais trouver génial, ça sera peut-être pas forcément le cas pour tout le monde. Ah, c'est intéressant ça. Et du coup, j'ai eu plein de retours et c'est très cool parce que j'ai une centaine de personnes qui ont répondu venant de plein d'univers différents. Donc ça me permet d'avoir un panel vachement hétéroclite. Donc, qui va me permettre ensuite de pouvoir choisir un peu vers quelle fonctionnalité je vais aller. Et voilà. Donc, ça sera créé, je pense, d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Ouais. Voilà. Et on a du bol que tu... Allez, j'arrête. Pas mal. Je l'ai tenté. Je dire justement que j'ai la parole à toi pour expliquer tout, parce que c'est mieux qu'il y a quelqu'un qui le dit en français plutôt que moi. Donc, voilà, mais non. Je l'ai fait. Eh merci. Mais il s'est fait plaisir et on a saisi la balle au bon, c'est très drôle. C'est très drôle. C'est cool. Voilà. Eh bien, on va passer à votre binôme, Cab et Federica. Donc, Onera a un projet de longue haleine parce que nous avons parlé de Loïc du podcast de Case en Case et pour l'avoir écouté avec beaucoup d'attention et j'ai retenu une anecdote, c'était qu'il me semblait que tu avais galéré, tu l'avais maturé pendant 7 ans, Cab. Alors, oui et non. En fait, j'ai repris des idées de vieux projets, que j'ai intégrés à l'intérieur, mais le 7 ans, c'est surtout j'ai commencé à penser à Onera, à ce que ça pouvait être en 2015. J'ai couché les premiers écrits en 2017, et donc au final, on arrive sur un bon 7 ans. Mais il faut comprendre que entre le moment où j'écris les premières lignes du premier tome, on est fin 2017 et il sort en juin 2022. Donc il y a littéralement 5 ans d'écart entre les deux. Ce qui est un accomplissement, en vrai, de voir un projet sur lequel tu as un peu travaillé il y a des années, tu sais pas trop ce que ça va donner et tout, donc le voir se concrétiser, c'est extrêmement gratifiant. Mais à l'inverse, je digresse un peu, mais moi le confinement, je l'ai un peu mal vécu par rapport à ça, c'est que t'as un projet et puis t'y crois à fond parce qu'avec Fédé on s'entendait super bien, en plus on échangeait tous les jours, l'éditeur il y croit, enfin tout est ok, et puis tu te retrouves à un moment où t'as rien d'autre à faire que penser et moi dans ma tête c'était ça va être un échec en fait. Moi je partais du principe que Onera n'allait pas marcher quoi. Mais non, c'est pas ça, c'est que juste à ce moment-là on savait pas quand est-ce que cette putain de situation allait s'arrêter. Oui, mais à la rigueur, normal, elle a commencé. Ouais, mais ça m'embêtait pas parce que de toute façon, on n'était pas prêt pour sortir le tome. Donc moi, le fait qu'il y ait le confinement et qu'on sorte pas tout de suite et tout, à la rigueur, c'était pas très grave. Mais c'était plus le fait d'y réfléchir et de constamment avoir rien d'autre à faire que d'y réfléchir. Moi, je m'étais mis en tête. Attends, parce que tu as fait de la dark fantasy, tu fais un seinen de dark fantasy en France, tu fais une héroïne femme, quadra, mère de famille, gay. Mais c'est un échec. Jamais de la vie ça prendra. Mais pour moi c'était sûr. Et en fait, en fait tu fais comme Sego, tu fais tes sondages et tu t'aperçois qu'en fait c'est génial. Mais c'est ça. Mais non, c'est ça qui c'était trop bien quoi. Donc projet de longue haleine, mais avec on a beaucoup donné, on a tout donné, on est très très content du résultat quoi. Est-ce que je peux poser une petite question indiscrète? T'as quel âge, Kiep? J'ai eu 30 ans, ans en décembre dernier.
D'accord, t'es Enfin, tout jeune. Officiellement, j'ai 30 ans. Officieusement, j'ai 25 ans depuis 5 ans. Donc, voilà, c'est assez raccord. Ça marche. Ok, je Ah oui, note. je suis plus jeune de lui. C'est vrai? Oui, j'ai fait 2 fois 20 ans. Ouais. Pareil. Team 2 fois 20 ans. Mais Ouais. Voilà. Mais shoot. On va dire rien. Non, mais c'est vrai que pendant les confinements, c'était plus facile à travailler pour moi parce qu'il était chose à faire au dehors de faire les planches. Mais c'était vraiment une pression générale des choses qui marchaient. Donc, si Cab, il avait plus la peur qu'il n'avait pas sorti bien et tout, et en fait, j'ai pensé que moi, c'était déjà vraiment vachement cool et j'aimais beaucoup le scénario quand je l'ai lu. Donc, pour moi, c'était pas un problème. Mais je sais que je ne suis pas la scénariste, donc voilà. Ouais, oui, c'était plus un problème à côté des... alors, quand on va écrire, bien sûr, mais dessiner, c'est vraiment qu'il va tout va mettre toute ta émotion dedans. Donc, si tu as peur, si tu es heureuse, si tu as quelque chose d'autre, c'est toujours dans la page. Donc, séparer les deux, voilà. Tu peux en fait mettre tes émotions à l'intérieur et peut-être exorciser quelque chose, tu vois. Oui. Mais et j'aurais aimé avoir ce truc-là. Le truc, c'est que en termes de timing, j'ai vraiment pas été bon puisque j'ai envoyé le tome 4. Moi, le tome 4, j'ai fini de l'écrire en février 2020. Donc vraiment, moi, ça fait un moment que j'ai pas repris les scripts. Mais donc, je termine en février 2020 et je me dis, je suis à la cool, on est tranquille. Bah ouais, mars 2020, pardon, confinement. Et donc à ce moment-là, j'ai plus rien à faire. Donc c'était, on va bien ressasser tout ce qui va pas, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Toi, t'étais prêt à aller. Mauvais timing, vraiment. Ah, c'est pas de bol. Ouais, et puis pas possible de proposer des projets parce que j'avais proposé un projet à Cana et tout, mais le problème c'est que tout était en stand-by parce qu'on ne savait pas quel impact ça allait avoir sur l'industrie. Bah oui. Et donc à ce moment-là, signer des nouveaux projets et tout, c'est hyper compliqué pour les éditeurs. Ils savent pas du tout si ça va matcher ou pas, quoi. Alors que justement, ça a donné un tel essor pour le milieu, mais énorme, gigantesque, une vraie vague. C'était inattendu, je pense. La vague de Kusai. C'était vraiment la chose qu'il a pas sauvé parce qu'il n'a pas besoin de se sauver, mais vraiment il a donné un boost énorme au manga. Et pas seulement en France, en Italie, il a gagné les 400 personnes plus. Ouais, en France, c'est à peu près pareil. Ça a cartonné. Ouais, non, c'était génial et parce que il y a tous les jeunes qui sont revenus, enfin tous ceux de notre génération entre 25 et 40 et plus qui étaient du club Dorothée et qui avaient regardé des animés, qui avaient lu des mangas, ils sont revenus. Et puis les jeunes, une fois qu'ils ont bouloté tout ce qu'ils avaient, BD machin, ils sont allés gratter du côté des mangas. Et là, c'était la redécouverte pareil. Et puis après, il y a eu une demande, quoi, une sacrée demande. Ouais, complètement. C'était le bon moment pour proposer des trucs et tout, et je trouve que c'est une super idée. Ouais, en tout cas, tant mieux pour le milieu du manga, tant mieux. Ça a été finalement dans notre malheur, ça a été un côté positif. Qu'est-ce que je pourrais bien vous demander Ah oui, tiens, Federica ou K, bien sûr. Est-ce que ce titre Onera va être proposé à l'étranger et plus spécifiquement en Italie? Ah, bonne question. Federica, est-ce qu'on peut en parler? En Italie, oui, je pense qu'on peut parler de ça. Oui. Je le dis ou tu le dis? Alors, il va sortir en octobre. Oh, génial! Octobre chez Star Comics. C'est sinon la première maison d'édition des mangas en Italie. On est là. Et c'est vraiment hyper chouette. Et on a vraiment créé un mot entre moi et un autre autrice italien qui s'appelle Nora Moretti, je pense que vous la connaissez. Oui. Oui, des Princesse Sarah. On a créé les mots. Elle s'appelle Chouettissimo, parce que la version italienne des plus chouette. Voilà. Oui, vous savez ça. Et il va être vraiment bien. On va faire pas seulement des tours, des dédicaces,
on va faire des événements pendant, par exemple, Lucca Comics, qui c'est le plus grand festival. C'est comme les Japan Expo, mais avec plus gens de les Japan Expo dedans. Oui, c'est vraiment Japan Expo, Angoulême, Lucca. Ah ouais. Oui. Parce que ça se déroule dans une ville et tout. Mais il y a plus de 400 000 personnes qui vont là. Ouais, c'est incroyable. D'accord. Entre païens et pas païens, parce que tu peux balayer sous la rue sans problème. Les problèmes sont seulement pour les gens qui doivent travailler et te trouvent sur la rue, mais c'est pas. C'est ça. Ouais. Et l'Italie, c'est pas seulement les seuls pays qui l'a demandé Onera pour l'édition étrange. Par exemple, on a l'Allemagne. Et je pense grand consommateur de manga, les Allemands. Je ne sais pas si on avait le droit de le dire, mais dans le doute, c'est pas très grave. Et oui. C'est pour la célébration d'Onera, quoi. Il faut pas faire passer la vibe Onera. Et je peux même vous dire c'est qui. Non, mais je pense pas que ça pose problème, Fede. On sortira, donc en Allemagne, chez Bunte Dimensionen, un éditeur qui propose. Moi non plus, je l'ai tenté, et de base, c'est un éditeur qui propose beaucoup d'ouvrages patrimoniaux, historiques, etc. Et en fait, ils sont en train de s'ouvrir au manga européen, et ils nous ont proposé de prendre Onera. On a dit oui, quoi. Il va y avoir ça, et il y a aussi la Serbie. Je crois. Trop bien. C'est original. Il y a la Serbie et il y aura d'autres choses plus tard. On sait qu'on a les Espagnols aussi qui sont des bons consommateurs de manga. On espère d'avoir une reste, mais je pense qu'avec les faits qu'on va continuer la série, ça va donner. Ça va ouvrir de nouvelles portes de stress. Oui. Est-ce qu'il y a combien de tomes de prévus pour Onera? Il y en aura entre 10 et 15. Mais c'est parfait, hein, t'as vu, Sego? On a dit c'est parfait. Pas trop long. Cool. Et la chose que j'aime toujours dire, pas pour donner moins d'importance à les premières 4 tomes, qui sont pour moi sont un travail exceptionnel qu'Ikaba fait, et moi aussi, c'est que l'histoire qu'il a pitché à l'éditeur, c'était pas lesquelles des premières 4 tomes. C'est l'histoire qui commence à tome 5. Donc, les vrais cœurs d'Onera, il va commencer après. En fait, si tu veux, il y a une espèce de règle tacite qui malheureusement n'est pas publique et devrait l'être. Quand tu proposes un manga en France, tu n'auras pas plus de 3 ou 4 tomes. C'est comme ça, c'est acté parce qu'un manga coûte très cher à produire. C'est très rare que tu puisses signer comme ça d'entrée de jeu plus de 4 tomes. Si tu arrives avec un projet qui est incroyable, autant qu'il soit, si tu dis, mon projet, il est sur 20 tomes, tu peux être sûr que tu ne seras pas édité. C'est comme ça. Ça coûte beaucoup trop cher. On sait pas, c'est pas parce que le projet, un éditeur va le trouver incroyable, que potentiellement il fera l'unanimité, etc. Ça pourrait être un complet échec. Les éditeurs font du coup une espèce de test avec 3 ou 4 tomes. Ils voient, et si ça prend, on peut proposer une ouverture à une suite plus longue. Quand je propose Onera, moi j'ai une histoire qui ne tient pas en 4 tomes. Je le sais, j'en ai conscience. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu tricher. Quand Timothée va s'intéresser un peu au projet, je vais lui pitcher notre éditeur chez Kana. Je vais lui pitcher une histoire, ça va durer un petit peu longtemps cet échange et tout. Et ça marche tout de suite. Ça prend, il adore. Et je lui dis, écoute, je ne peux pas faire cette histoire. Je peux pas parce que j'ai pas la place. Et là, Timothée me propose un truc. On arrive à un compromis où je lui dis, écoute, si tu veux, je te fais une origin story, un préquel à cette histoire, et on l'a fait tenir en 4 tomes. Et ce préquel, c'est ce que vous êtes en train de lire. Ce que vous êtes en train de lire, ce n'est pas l'histoire d'Onera. Ce n'est pas l'histoire que j'ai pitchée à Kana, qui arrivera à partir du tome 5. Donc en fait, on connaît rien d'Onera. Enfin, on connaît. C'est-à-dire la substantifique moelle, on la connaît pas encore. Et je peux même aller plus loin que ça. C'est alors pour quiconque regarde ou écoute, il va y avoir un mini spoiler qui va arriver. Donc si vous n'avez pas lu le 2e ou le 3e tome d'Onera, voilà.
à la base, le tome 1 se déroule exactement comme il est. Le tome 2 se déroule à peu près comme il est, sauf qu'il y a un personnage qui s'appelle Chevreul dans le tome 2, qui en fait meurt dans le tome 2. Il ne reste pas en vie, il n'apparaît pas dans le tome 3, ça ne devient pas un antagoniste, etc. Ah ouais? Ah, je sais pas. À la base, Chevreul meurt, et ensuite on part sur autre chose. Et pour faire cette version en 4 tomes, il fallait que j'ai un antagoniste, et pour moi, il était tout trouvé. D'accord. Voilà. Il avait le bon profil. Ah oui, non, j'ai appris ça maintenant. Donc c'est génial. Ah ben, c'est Federica aussi, tiens. Ah, tiens donc. Bon, on en apprend des bonnes. Hein. Moi qui voulais des anecdotes croustillantes, eh ben, je les ai. Tu en as. Ah, c'est génial. Tu en as plein. Et je dois dire génial. Ça, que pour moi, il était peut-être mieux qu'il en a commencé comme ça. Parce qu'on a eu le temps d'expliquer comment la magie fonctionne. Oui. Ouais, complètement. Comme tout se déroule, comme les choses y vont. Et même s'il y a il y a beaucoup, tu vois qu'il y a beaucoup des idées à apprendre dans la lecture. Et c'est normal parce que c'est pas un shonen, c'est un seinen. Ouais. Et donc, c'est vraiment qu'on a plus de temps pour apprendre et comprendre. Et en fait, on va suivre l'histoire dans le tome 5 sans les problèmes de ok, qu'est-ce que ça passe là? Je comprends pas et tout. Oui, être perdu. Et tu es déjà attaché à des personnages qui t'ont vu pendant les autres tomes. C'est ça, c'est entièrement vrai parce que j'ai l'impression que la communauté, tu vois, les lecteurs se sont attachés à vos personnages. Hein, depuis en 3 tomes, rien qu'en 3 tomes, déjà on les sent attachés à Aran, on les sent attachés à tous les autres, et ça c'est très très vrai ce que tu dis. Ouais, je pense que Aran a fait forte impression dès le départ. Ça a été un sujet qu'on abordait beaucoup avec Timothée au début, je crois même avant que Federica soit sur le projet. En fait, on avait peur d'en faire un personnage antipathique. Que les gens ne l'apprécient pas, parce qu'elle c'est pas vraiment quelqu'un que tu as envie d'avoir dans tes proches ou quelqu'un qui est très aimable, littéralement parlant. Et on avait très très peur de ça. Et finalement, je pense que les gens ont vu un peu le truc de subtilité de, ok, elle n'est pas que une froide connasse, une machine de mauvaise, guerre. On voit ses fêlures, hein, on devine ses fêlures. Hein. Ouais, mais justement, je pense que ça, c'est surtout dû à Federica plus qu'à mon script, parce que elle arrive à apporter une espèce de tendresse dans les yeux d'Aran, notamment aux côtés de Vénus, que ce soit par le regard des petits gestes, etc., que ce soit envers Vénus ou envers Bastion. Et du coup, je pense que le script seul n'aurait pas suffi à la rendre attachante. Je pense que le design que Federica lui a apporté, les micro détails qu'elle a pu ajouter dans la mise en scène ont permis justement ce truc-là d'attachement que les gens ont pu avoir pour elle. Ouais, c'est très vrai. En fait, c'est que je pense que les mangas, c'est clairement ça. C'est que tu as une histoire comme dans tous les autres types différents de BD, des comics. Et normalement, dans les autres histoires, tu n'as pas le temps de t'attacher au personnage parce que tu n'as pas le temps de montrer sa intimité. Ouais. Donc, avec le manga, toi, on passe pas d'une case d'action à une autre case d'action, mais normalement, tu as la case les moments et un autre moment. Donc, c'est une rule qu'il est dedans. C'est vraiment une rule des mangas qui, tu vois, quand tu veux le même visage d'un personnage en 2 cases, et les premières cases, il est étonné, et dans la deuxième case, il regarde avec les yeux un petit peu plus bas, et il change sa expression. Et ça, c'est une chose que dans les mangas, il peut faire. Dans un comics, dans un autre type d'histoire, généralement, tu n'as pas le temps. Et donc, ça, il devient vraiment réel. Les personnages deviennent vraiment réels. Grâce à la rapidité du découpage manga, en fait. Oui, c'est la rapidité, et à l'inverse, c'est aussi totalement pas totalement la vitesse, c'est comment ça s'appelle, le contraire. La contemplation. Oui, là, c'est ça. Je pense que là, ce serait la contemplation. Oui, c'est la contemplation de l'humain. T'as le temps de voir le personnage évoluer en termes de visage. Si vous voulez, un exemple énorme de ça, c'est Adachi. Ah oui, bah oui. Adachi, dans Touch, Raf et toutes les œuvres qu'il a fait, il a vraiment des cases sans qu'il ne sorte rien.
les gens sont là, ils se regardent, il y a une pause et après ils se regardent de nouveau. Au niveau de l'histoire, rien ne s'est passé, mais au niveau des émotions, c'est tout bouleversé. C'est ça, je suis d'accord. Oui, complètement. Ouais, ça arrive c'est souvent, peut-être la force des grands mangaka, justement, de réussir à transmettre. Juste dans les planches, tu transmets juste par le dessin. J'aime beaucoup quand je trouve des planches comme ça où t'as pas de texte et tout passe par le trait. C'est les émotions qui procurent. Et je trouve que Kowloon, par exemple, réussit beaucoup ce genre de. Oui, ça c'est vrai. Il y a un vrai truc de, même le côté contemplatif et le message, même si parfois c'est pas entièrement subtil, je pense à cette case de Kowloon, tome 1, quand elle repeint l'appartement. Ah oui. Je l'explicite pas forcément, mais qui est extrêmement tendancieuse, mais que je trouve, parce que du coup, il y a un montage alterné entre ses souvenirs de ses conversations avec lui, qui pourtant sont somme toute banales, et en fait de l'effet que ça lui fait viscéralement, physiquement du coup. Et je trouve ça, même si c'est vulgairement mis en scène avec la peinture, etc., je trouve que la subtilité du découpage a vraiment apporté quelque chose, quoi. Ah ouais, non, mais June, elle est très douée pour ça, ouais. D'accord. Et alors, donc, du coup, on parlait de ce 4e tome qui va sortir en novembre, si je ne me trompe pas. Alors, fin d'année. On va préciser un truc. On a vu, nous aussi, qu'il y avait une date prévue qui était le 17 novembre. Nous ne sommes pas au courant. Non, bon, d'accord. Il est prévu pour fin d'année. On n'a pas encore de date précise, mais il sortira en fin d'année. Voilà. Bon, donc on se prépare mentalement. Ouais. Et préparez-vous, oui. Et préparez-vous très beaucoup. Ouais, très beaucoup. J'ai dit ça. Très préparez-vous, c'est une chose qui est 210 pages vraiment patates. Voilà. Génial. Et donc, moi, j'ai retenu la cover que tu nous as dévoilée, et d'ailleurs Federica aussi, sur Instagram. Magnifique nuance de mauve. Et on voit une Harane en posture délicate, face à un cauchemar pas très sympa. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu broder, un petit peu nous parler de cette couverture, Vas-y, Kababa. Sans spoiler, du coup. Vous voulez nous en dire, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la couverture? Bon, déjà, la composition de la couverture a du sens. Elle est un écho à la couverture du tome 1. D'accord. Parce que fondamentalement, il y a un... Ouais, Merci Federica. Il y a un réel écho entre les deux, que les gens pourront voir s'ils font relativement attention à ce qu'on voit. Pour nous, c'était important justement de faire une espèce de boucle pour ce premier arc, de revenir un peu aux bases, etc. D'accord. Et, merci Fédé. Et du coup, fond noir, fond blanc, on est revenu un petit peu là-dessus. On s'attendait, on a décidé, ça je peux faire une anecdote. On a décidé de cette couverture à Japan Expo l'année dernière. D'accord. Ouais, alors... on a décidé de ça l'année dernière. On savait exactement ce qu'on voulait faire, etc. En fait, si vous voulez, le truc qu'on peut dire sur Onera qui est sûr, c'est tout ce que vous allez voir de manière générale, on l'a pensé il y a très longtemps. Il y a des éléments des tomes que vous voyez là où en fait ça fait des années qu'on l'a prévu, etc. C'est rare qu'on fasse de l'improvisation dans les pages. Là, j'ai retravaillé les scripts parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, moi j'avais fini en février 2020. Les tomes 1, 2 et 3 ont eux été écrits en 2019. Donc forcément, mon écriture a évolué, on a rajouté des choses, etc. entre-temps. J'ai repris les tomes 3 et 4 en août dernier, où j'ai fait des ajustements un petit peu, pour une sortie un an plus tard, du coup. Et tout ce que vous pouvez lire, les couvertures, les designs ont été pensés largement en amont, dont cette magnifique couverture que Federica avait proposée il y a très longtemps. Tu veux montrer un exemple, c'est ça? Ouais, vas-y. Il y a une chose que je vais vous montrer, et c'est la seule chose qu'on a décidé, on a ajouté et décidé ensemble dans les plein arc. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir de son chapeau? Ouais. Ah oui. Ah, Saladin, bien sûr. Saladin et Paramore. Et Paramore, ouais. Alors, encore un peu, Fed. Un peu plus. Ouais. Alors, je fais lentement. Ah, petit Saladin, beaucoup. Ouais. Saladin a été rajouté parce que en fait, donc là on a annoncé
il y a 2 semaines, je crois que Onera continuait. Nous, on en est à peu près sûr depuis septembre dernier. On en avait déjà discuté et ça avait assez bien marché pour qu'on nous dise il y a de fortes chances qu'on continue. Et en fait, à partir de là, on s'est dit, ok, bon bah puisque ça continue, ce qu'on va faire, c'est on va intégrer des trucs qu'on aurait mis après dès maintenant. Comme ça permet de nous de faire des clins d'œil et qu'il n'y ait pas des trucs qui pop dans le tome 5 comme si les deux étaient vraiment scindés. Donc ça nous a permis de mettre Saladin et Paramore tout de suite, chose qui serait arrivée plus tard si on l'avait pas su avant. Donc ouais, un vrai plaisir de mettre Saladin là, puisque Federica s'amuse beaucoup à le dessiner. C'est un personnage qu'elle aime. Merci, pour une raison que j'ignore. Je veux dire ça même si pour moi c'est un coup en temps général d'ajouter des pages, il y a des choses qui sont nécessaires à faire. Ouais. Et notamment, on a ajouté toute sa partie-là dans le tome 3. Tome 3, oui. Ouais. Et dans les tomes 4 aussi, avant j'étais juste en train de commencer, il m'a dit, écoute... Ah oui, exact. exact. On doit ajouter... Alors, je sais que les temps, c'est déjà tout rond. Et oui, je lui dis, oui, c'est déjà tout rond. Mais non, on doit ajouter des sons. Ouais, je vais demander d'ajouter. Des Saladins. Ok, ça va. Ouais, ça a été vraiment ça. Où je savais déjà que le tome était trop gros, qu'il allait demander beaucoup plus de travail que les 3 autres. Et je me suis dit, putain, c'est con, on a mis Saladin dans le tome 3. J'aimerais bien qu'on le revoie, tu vois. Et du coup, je dis à Félix, mais viens, on ajoute 3 pages où on voit Saladin, etc. Les 3 pages se sont transformées en 6 pages parce que voilà. Et Fédé au début me fait, et Fédé au début me fait, il est gros quand même le tome et tout. Je fais, c'est sur Saladin, d'accord, ok, pas de problème, je le fais, 6 pages, pas de problème. Et du coup, elle a fait direct les trucs. C'était très cool. Et on peut dire ça sans dire rien. On a caché des choses. Oui, plein. Au début des tomes 4, on a caché beaucoup de choses, mais on dit pas où et pourquoi et on a même caché des choses dès le tome 1. Ok. Bah oui. Des petits Easter eggs. Oui, en fait, va y avoir des trucs qui arriveront, je pense, tome 7 ou peut-être 8, un truc comme ça. Il y aura un élément qui arrivera et on voulait vraiment que quand le truc arrive et que les gens se rappellent, parce qu'on va faire des micro clins d'œil avec des apartés sur les tomes 1 et 2 où il y a eu des indices par rapport à ça. Et on voulait que les gens se disent d'accord, ok, c'est pour ça que... Ok, voilà. On avait très envie de faire ce truc-là. On aime beaucoup ça dans les œuvres, donc on va les mettre toujours... oui. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait une chasse au trésor dans le tome 3 sur le mot d'auteur. Il y a une petite énigme, il y a une petite chasse au trésor. Bien. Et vous êtes un coutumier du fait de nous popper des trucs un peu originaux, à commencer par le tome 1 où vous aviez la musique qui accompagnait Damso, c'est ça, qui accompagnait la lecture. C'était quand même très original. Ça, c'était trop bien. Merci Federica. Oui, tout à fait. Et cette bande son qui était un gros parti pris parce qu'on ne savait pas du tout si ça allait marcher. D'ailleurs, on partait du principe qu'il y a 20 personnes qui allaient écouter ça. Là, aux dernières nouvelles, je crois qu'on est à plus de 20 000 écoutes, un truc comme ça. C'est cool, le rêve. C'était impressionnant. On était très très contents que ça ait pris. Et on a travaillé là-dessus pendant plusieurs mois. Canin n'était pas trop chaud au début parce qu'il voyait pas trop l'intérêt. En vrai, nous non plus. On s'est dit, on fait surtout ça pour le kiff, quoi. C'est une valeur ajoutée. Ouais, et ça a super bien marché. Les gens ont kiffé le concept et tout, donc on était très très contents, quoi. Ouais. Et votre rencontre avec Amso, le choix en quelques mots, parce que je sais que le temps commence à compter. C'est un pote à moi de longue date. D'accord. Et on a décidé de faire la musique parce que un jour on s'est posé dans un café, on a discuté. C'est faux, c'était une soirée, on était complètement bourrés, voilà. Comme d'habitude. On a fait une grosse soirée, on était complètement allumés tous les deux. Et il m'a dit, mais putain, je fais un son sur ton manga. Je fais, ok. Mais attends, c'est les idées de génie. Globalement, c'est ça. C'est les idées de génie qui pop-up là. Mais bien sûr, moi si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est buvez. Vous aurez vos meilleures idées. Non, en fait, pas ça. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr, c'est génial. Mais que ce soit fait dans ce contexte, je trouve ça super sympa. C'est trop cool. Mais de toute façon, Onera a toujours été fait
par des impulsions qui venaient toujours de quelque chose de bon. Idem pour la série audio qu'on a fait. La série audio, Adeline Chetaille qui joue Aran dans la série audio, qui est donc une comédienne de doublage que j'aime d'amour. Je lui ai envoyé un message complètement bourré. Mais c'est vrai, je lui ai envoyé un message, je suis rond comme une queue de pelle, et je lui ai envoyé un message et ça a marché. C'est génial. Il était gentil, hein. Il était gentil. Il est là. Ouais, ça va. J'étais vraiment. C'est juste. Tu n'as pas dit des horreurs. Sinon, elle t'aurait pas dit. Non. En fait, je pense que sobre, j'aurais jamais eu le culot d'envoyer un message, et tout, et je l'ai fait, et je regrette pas du tout, quoi. C'était une super expérience. C'est un beau mix, je trouve, parce que à la fois tu dis que c'est un titre qui est le fruit de hasard, de trucs, qui est lié par exemple à l'alcool, et puis en même temps quelque chose qui a été hyper travaillé, hyper pensé, hyper maturé sur plusieurs années, et ça fait un mix finalement qui donne, je pense, un titre totalement atypique. Qui a jamais été vu comme ça auparavant. On n'a jamais vu ça. En fait, je pense que une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, vient d'une impulsion émotionnelle forte, peu importe par quoi elle est liée, et qu'on va travailler avec passion. Pour moi, en fait, tout le truc est là. Si tu n'as pas eu l'émotion dès le départ, je doute que le truc aboutisse à quelque chose de bon. Et si tu n'as pas la passion durant le travail, je doute que ça aboutisse à quelque chose de bon. Une impulsion émotionnelle et de la passion derrière, pour moi, c'est tout ce qui fait que ça peut marcher. Je suis d'accord. Et de travailler avec des gens extrêmement bienveillants. On a été entouré que de bonnes personnes sur Onera. Il y a eu ça aussi et ça a beaucoup joué. Que ce soit Timothée qui, moi, quand je lui ai dit toutes mes craintes avant même qu'on signe Onera, où je lui ai dit seinen, dark fantasy, femme héroïne de tel âge, relation mère-fille, etc. Je lui ai dit, même moi, j'y crois pas. Il m'a dit, moi, c'est justement pour ça que j'y crois. Parce que ça n'a pas été fait. Donc avoir une personne bienveillante en amont du truc, trouver Federica qui derrière est vraiment top 1 très fort des personnes les plus bienveillantes que je connaisse sur Terre, qui a donné corps et âme pour ce projet et avec tout l'amour que je peux lui porter. Amso qui est un ami de longue date qui a tout donné, qui a fait ce projet gratuitement. Hein. Je rappelle que la musique on a tout fait gratos. Adeline Chetaille qui m'a aidé, qui m'a coaché pendant qu'on enregistrait la série, c'était génial. Federica qui a continué à faire je ne sais combien d'illustrations pour je ne sais combien de caprices que j'ai eu ou blanc. Je lui fais on fait une carte. Elle fait vas-y, on fait une carte. Et après je lui dis mais la carte, viens, on la fait interactive. Ah ouais. Quand les gens ils cliquent sur un truc, ça ouvre une autre illustration. Ou Federica fait vas-y, ok, c'est une bonne idée. Donc, entouré, on a fait aussi la map interactive sur les sites Onera. C'est incroyable. Oui, c'était fait jusqu'à la fin, après la fin de tome 3, avant de commencer avec tome 4. Tome 4, et on a bossé sur ça. C'était long, c'était harassant, mais c'était génial. Des collaborations incroyables. Des collabs incroyables et vraiment entourés d'une bienveillance sans borne, et je pense que c'est le plus important. Ouais, mais ça se ressent sur le titre. On le sent, allez, il décolle et puis après il s'arrête plus, quoi. C'est ça. Hein. On croise les doigts pour que ça continue et tout, mais je tiens là, vu qu'on bénéficie d'une tribune aussi, je tiens à vous remercier vous aussi, créateurs et créatrices de contenu, influenceurs, influenceuses. Parce que Onera a aussi bénéficié d'une couverture presse, qu'elle soit spécialisée, amateur, professionnel, peu importe. Oui. On a eu des retours extrêmement bienveillants aussi. On a eu des retours constructifs, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est très rare qu'on tombe sur des gens qui n'aiment pas le titre gratuitement. On a eu très peu de haters. Et ça a permis de faire découvrir l'œuvre de fond en comble. Et ça a été génial pour nous de constater qu'il y ait autant de gens impliqués autant qu'on pouvait l'être. Ça fait chaud au cœur. Et là, je profite de ce moment pour remercier toutes les personnes qui ont fait des reviews sur Onera, à qui on essaie de répondre le plus possible et quasiment tout le temps. Donc, merci à vous et merci à eux. Voilà. C'était le mot de la fin ? Ouais, c'était une belle conclusion, je trouve. Je ne sais pas. Je pense oui. Excuse-moi, Federica, tu voulais dire quelque chose ? Non, j'étais vraiment en train de dire que ça, c'est super d'accord. Ouais. Et alors, moi j'ai une question totalement qui pourrait paraître incongrue, mais pas tant que ça, finalement, vu le potentiel de ce titre. Est-ce que vous imaginez un horizon là pour alors tous les possibles et pourquoi pas, soyons fous, un animé? Je ne peux pas répondre. J'aimerais bien.
Il a le potentiel. Il a le potentiel. Il a le potentiel et tu vois, c'est une histoire les personnages sont là, mais ils sont pas seulement la seule chose qu'il est là. Tu as les personnages, la magie, les mondes, quand la magie est construite, tout l'univers, tous les yeux, les lieux, voilà. Les lieux. Et donc, c'est vraiment tout un univers entier que c'est vraiment des cross-médias là-bas. Ouais. Donc, potentiellement, on peut faire... J'aimerais bien avoir un jeu comme Diablo, était capable hier. Ah bah oui. C'était vraiment... Tu peux choisir comme tuer un cauchemar. Donc, il a complètement. Un jeu de rôle. Parce que là, on a fait d'Onera du cross-média. On en a fait une série audio, l'album, je le compte à moitié parce qu'on peut pas dire vraiment du cross-média. Il y a des romans qui sortent. Il y a un jeu de société entre guillemets, puisqu'on a fait un loup-garou spécial Onera. Mais quelle bonne idée, je le savais pas ça, c'est génial. Trop bien. Et ben on a fait un loup-garou spécial Onera. On est en train de travailler pour qu'il soit disponible pour tout le monde, parce que nous on a évidemment les règles, on a les cartes, on a tout ce qu'il faut, mais on essaye de le rendre disponible pour tout le monde, mais on essaye de le faire au mieux. On réfléchit à plusieurs moyens, éventuellement plateformes, à plusieurs médiums pour le faire. Et donc pour le reste, on verra. Voilà. On va croiser les doigts. On verra, il y a peut-être un peu de suspense. Une idée derrière la tête. Vous vous en souviendrez. Vous vous en souviendrez, je vous dis. On pourra juste J'ai la live, il est ici. Non mais j'ai un petit côté Madame Irma, de temps en temps ça. Ah, j'adore. Ah oui, bien sûr. Bon, ben c'est super cool. En tout cas, un grand merci d'avoir donné un peu de votre temps pour passer ce moment ensemble. Aucun problème. Et surtout d'avoir donné toutes ces informations qui vont nous régaler. Ça, c'était trop cool. Je pense que les gens vont se régaler à écouter, à voir et à découvrir et redécouvrir ce titre. Et puis alors avec Sego, pareil, des formats tous plus sympas. Il y aura un épisode du coup sur Onera probablement. Mais génial. J'y compte bien parce que Je pense que là, tu as matière à. Ah bah oui, clairement. Tu as matière à. Trop bien. Bon, en tout cas, merci énormément pour l'invitation, ça nous a fait. Oui, merci. Ça nous a fait super plaisir, on a passé un super moment. Merci. C'est passé très vite. Ouais, j'ai compris presque toutes les choses que vous avez dit, donc c'est génial. On parlait pas trop vite. Oui, c'est ça. C'est pas la manière totalement parisienne, donc oui. Je vous remercie. Génial. Bah, j'en suis très contente parce que voilà. Faut que tout le monde soit bien à l'aise, donc c'est. Mais moi j'admire Federica et son français quasi parfait. Alors sachant que je précise un truc, c'est que Federica depuis qu'elle a signé Onera, tous les jours elle a sa petite appli là sur Duolingo et qu'elle se perfectionne pour pouvoir interagir avec les lecteurs et la presse en France. C'est vraiment une démarche qu'elle a fait pour Onera et je trouve ça super chouette de sa part. Ça montre son implication, que ce soit externe ou interne au projet. Donc félicitations à elle. Tout à fait. Bravo, je confirme parce que en off, Federica a cherché le mot surface aujourd'hui. Et moi, je lui apprends à parler en verlan. Ah, très bien. Ouais. Oh, bah, bravo. C'est dur là. C'est génial. C'est très drôle. Ça doit être oui. Un petit mot en verlan. Le petit mot de la fin en verlan, Federica, s'il te plaît. Ah, oui, c'est Cimer. Allez, incroyable. Bravo, magnifique. Eh ben, on va finir sur ça. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous et je vous dis, avec un peu de chance, à la Japan. Oui, on y sera. On y sera vendredi, samedi, dimanche. Impeccable. Bon, à bientôt alors. Merci beaucoup. À bientôt. Des bisous. Au revoir.